Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Dominique Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental au CESE. Perrine Terrier, bonjour. Bonjour. Directrice de l'association Savoir pour réussir, association de lutte contre l'illettrisme, c'est ça? C'est ça, oui. Savoir pour réussir Paris, puisqu'il y a aussi des cousins en Grand Est. Nous accueillons des adultes et des jeunes à partir de 16 ans qui, malgré une scolarité en français, ont du mal à être assez autonomes, notamment sur l'écriture, la lecture, pour pouvoir faire leur vie vraiment très bien. Avec tout ce que ça suppose comme conséquence après, effectivement. C'est ça. Ça peut fermer des portes, quoi. Au niveau professionnel, parce que souvent ils sont cantonnés sur des emplois de basse qualification, et puis aussi une difficulté dans leur vie personnelle, parce que cette situation, souvent ils la portent vraiment comme une honte. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ils développent des stratégies d'évitement qui sont vraiment très élaborées, mais du coup ils sont toujours sur le qui-vive, à se dire est-ce que quelqu'un va se rendre compte que je ne sais pas lire. Donc voilà, c'est une vie compliquée pour eux. Et finalement, quand ils reprennent pied, qu'ils reprennent goût aux apprentissages, ils peuvent vraiment dépasser leur blocage et régler leurs difficultés. Oui, on voit vraiment la différence. On est réunis pour parler du financement des associations. Le CESE, Dominique Joseph, a lancé l'alerte sur la baisse de financement des associations. Déjà, est-ce qu'on peut le quantifier et comment avez-vous fait ? Alors, nous avons quantifié cette alerte, au niveau des chiffres, puisque ce qu'on peut dire, c'est que la baisse des subventions, toute subvention et tout type de subvention État, collectivité, que ça soit dans le cadre de marchés publics, que ça soit dans le cadre d'appels à projets ou de subventions directes, la baisse des subventions dans toutes ces ressources-là, c'est 40% de baisse en 20 ans. Donc ça, c'est quand même important, sachant que le budget tout confondu des associations, c'est plus de 180 milliards d'euros. Donc c'est quand même très important. Et surtout, ce qu'on a quantifié et documenté, c'est la modification du type d'attribution des financements. C'est-à-dire, parce que ça, c'est un vrai sujet qui confronte et qui oblige les associations à changer leur modalité de recherche de financement. C'est-à-dire, on était habitué, dans le monde associatif, il y a 40 ans, il y a 20 ans, à des subventions directes. C'est-à-dire un projet, une subvention, avec une confiance au départ de la part des pouvoirs publics, y compris des donateurs, voire publics. Et ensuite, on est passé à une notion où c'est plus un appel à projet. Il faut faire ses preuves avant, quoi. Il faut déjà déposer un projet. Donc, dans un dossier, je n'ai pas le temps de démontrer j'imagine qu'il y a pas mal de la lourdeur administrative. On n'est pas là dans une démarche de simplification. Il faut prouver à l'avance le type de projet. Et il y a là une mise en concurrence, parce que plusieurs associations, il y a même un problème de concurrence entre associations, mais aussi avec d'autres acteurs qui peuvent déposer un dossier pour ce même projet. Et dans ce cadre-là, entre autres, est constaté que ce qui est financé, c'est le fond du projet, mais tout ce qui entoure l'accompagnement, et Madame pourra en parler encore mieux que moi, c'est-à-dire tous les frais de structure, les coûts induits par le développement du projet, n'est pas financé. Ça, c'est un premier point. Allez-y, Et deuxièmement, c'est les marchés publics. Et là, on a aussi des marchés publics avec des règles qui sont des règles d'État qui sont aussi très contraignantes administrativement. Et je retiens donc ce chiffre, 40% de baisse des subventions en 20 ans. Alors, ce que vous décrivez, ça part d'un bon sentiment, parce que ça peut aussi permettre d'éviter le favoritisme, mais on comprend bien les conséquences que ça peut avoir pour une association. Cette baisse de financement, Perrine Terrier, est-ce que vous l'avez ressentie ? On l'a vécu, et ça nous a conduit
conduit à devoir licencier ma collègue il y a 1 an et demi. Ouais. Donc oui, c'est du concret. C'est direct, c'est concret. Donc, on est une petite association, hein, donc nous étions 2 salariés, une trentaine de bénévoles pour accompagner à peu près 150 personnes par an. Et alors, quel flux c'est tari, quelle subvention c'est réduite? C'était la subvention municipale qui était effectivement au départ vraiment une subvention de fonctionnement par rapport à notre projet global. On avait l'impression que, OK, nous on fait un projet, il convainc les pouvoirs publics. Ils disent, on vous soutient en partie, et puis vous trouvez des cofinancements, ce qui était le cas. Et après, on vous a mis en concurrence, c'est ça? Et en Qu'est-ce qui s'est fait, donc en 2022, la mairie a décidé de passer par un appel à projet, puisqu'effectivement, c'est la tendance qu'on voit à peu près dans toutes les collectivités. Et là, c'est plus du tout la même mentalité, puisque l'idée, c'est la mairie propose un projet avec un certain, c'est pas un cahier des charges comme pour une commande, mais il y a déjà quand même quelques directives. Et il faut que nous, associations, on réponde à cette vision-là qui peut être tout à fait pertinente, mais déjà qui n'émane pas de l'association, c'est déjà une première chose. Et puis, effectivement, je pense que la même part, la même somme était allouée de manière globale, mais du coup, va être partagée entre plus d'acteurs. Ce qui fait que nous, on a perdu plus de 60% de la subvention d'une année sur l'autre, et en ayant en plus l'information en fin d'année. Donc, on n'a pas eu le temps de trouver d'autres financements. Et ça nous a effectivement amené à licencier, et de manière un petit peu brutale. Alors, ça c'est pour le constat. Après, il y a évidemment les solutions. Vous appelez, alors il y a plein de propositions du CESE, mais vous appelez par exemple à une loi de programmation pluriannuelle de la vie associative. Ça me semble très important. Ça permet de quoi? D'avoir de la visibilité? C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, cet appel à la loi de programmation pluriannuelle, c'est une réponse, il nous semble, des pouvoirs publics à la problématique posée par Madame Terrier. C'est-à-dire celle de pouvoir, sur plusieurs années, mener un projet associatif en direction de concitoyens et concitoyennes qui ont des besoins et sur lesquels on s'engage. Parce qu'il y a les aspects, et cet aspect de visibilité et de pluriannualité, quand il y a des accompagnements comme celui, par exemple, que vous portez, on ne peut pas se dire à la fin de l'année, on arrête. On est obligé d'arrêter. Donc c'est un vrai sujet. On n'a pas beaucoup... cette notion de loi de programmation, elle est vraiment très importante, et accompagnée aussi par ce que l'on appelle ce qu'on pourrait appeler des conventions ou des contrats pluriannuels, parce que c'est très important, avec un respect, parce que ça ne dédouane pas les associations, il faut quand même le dire, d'engagement, de rendre du compte, mais d'avoir cet échange co-construit de la façon dont on va pouvoir déployer le projet. Et le cri d'alarme des Restos du Cœur au mois de septembre, ça a été celui-là. Ça a été de dire, mais attention, alors le monde associatif se meurt, ont-ils dit, mais parce qu'il y avait une réalité, des besoins en augmentation, et pas de visibilité sur les financements, en disant on va être obligé, et ils ont dû faire des choix dans les modalités d'attribution des aides. Restos du Cœur, c'est très médiatique. Il y a toutes les autres associations qui se sont mises ensemble pour porter ce constat. Et nous, on a rassemblé tous ces constats, tous ces témoignages pour justement proposer une loi de programmation pluriannuelle, et aussi une garantie sur la part du budget de l'État tracée vers les associations. Parce qu'on sait que dans les arbitrages budgétaires, eh bien, ça peut être la variable d'ajustement. Surtout en ces temps d'économie, avec un pays endetté à 3100 milliards, je le rappelle. Peut-être un mot sur les entreprises. Est-ce que les entreprises prennent parfois, souvent, suffisamment le relais? Est-ce que vous bénéficiez, par exemple, de mécénat d'entreprises? Alors, effectivement, on travaille avec des entreprises de différentes manières. D'abord, il y a des subventions qui peuvent nous être versées directement par le biais des fondations d'entreprises.
Alors, quelquefois, c'est des subventions vraiment directes, complémentaires, on va dire. Et puis, il y en a certaines où on peut avoir un dialogue avec la fondation où on va essayer de construire sur on répond à des un appels à thème. projets D'accord. aussi de fondation, ça arrive aussi. Et il y a du mécénat. Et il y a du mécénat également vraiment en aide, en support, notamment par le mécénat de compétences. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a pu sauver l'association au moment où on a donc dû licencier ma collègue parce que n'ayant plus les moyens de recruter un salarié, on s'est tourné vers le mécénat de compétences. Et pour au moins pouvoir avoir un peu, d'abord poursuivre l'activité et puis se donner un peu de temps pour voir comment pérenniser le financement. Oui. Tout à fait. Oui. Dominique Joseph, à quel point les entreprises prennent le relais ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il se trouve que j'étais au CESE il y a quelques semaines avec le Crédit Mutuel qui a créé le dividende sociétal, donc c'est 15% du résultat net consacré à la fondation, des start-up qui ont un impact positif, etc., etc. Mais est-ce que vous avez le sentiment que quelques entreprises prennent le relais de l'État ou des collectivités parfois ? Alors, il y a deux sujets, mais sur le sujet du mécénat, oui, les entreprises développent leurs actions de mécénat en disant très aussi à plat et de façon sans jugement qu'elles ont aussi un intérêt à développer du mécénat au sein même de leur entreprise, parce qu'en deçà, il y a de la déductibilité fiscale. Bien sûr. Donc ça, c'est un point, mais néanmoins, les entreprises ont conscience, avec toutes les transitions que l'on vit, qu'elle soit la transition démographique, la transition écologique, notre transition un petit peu sociétale, d'un besoin de s'engager par le mécénat. Et souvent, c'est par l'intermédiaire de fondations d'entreprises. Mais il y a aussi des petites et moyennes entreprises qui essayent de le faire. Alors ça fait partie de nos préconisations aussi en termes d'information, qui sont très présentes territorialement, mais avec quelques difficultés, parce que c'est pas forcément bien connu, bien organisé. Oui, il y a cette notion, ça se développe, mais il y a aussi à avoir un petit point de vigilance, parce que par le mécénat et les fondations d'entreprise, il faut qu'on reste dans cette liberté des associations de pouvoir faire son projet. Si le projet se trouve sur tutelle par le mécénat ou par l'entreprise, là, on perd un peu de l'essence même du fait associatif. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas tout de suite.